13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Vous le savez, ce 1er mai, le monde célèbre la journée internationale des travailleurs, journée internationale du travail ou encore journée internationale pour la lutte des droits des travailleurs et travailleuses. C'est une journée de lutte pour le mouvement des ouvriers instaurée pour célébrer la journée des 8 heures à la fin du 19e siècle. Lors de leur congrès en 1884, les syndicats fixent alors un délai de 2 ans pour contraindre les employeurs à accepter cette durée de travail. Ils choisissent le 1er mai comme date symbolique pour lancer leurs revendications. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité et sur la télévision nationale congolaise. À Kinshasa, la salle des spectacles du Palais du Peuple, ici à Kinshasa, a servi de cadre pour la célébration de cette journée internationale du travail. Bien avant, le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Akwaka Ephraim, avait adressé un message officiel à tous les travailleurs. On l'écoute au micro de Willy Atunakov. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, nous voici encore à la veille de ce 1er mai, journée internationale du travail qui m'offre une agréable opportunité de rendre hommage à tous les travailleuses et travailleurs qui œuvrent inlassablement à la construction, jour après jour, d'un pays plus fort, aspirant au progrès, une nation encore plus unie et plus solidaire. C'est l'occasion choisie pour remercier tous les acteurs du monde du travail pour leur dynamisme et la pugnacité dans l'effort du rayonnement de notre pays. Il y a plus de 30 ans que notre pays fait face à une agression injuste à l'Est, imposée par le Rwanda et ses supplétifs AFC M23. Vous vous êtes illustrés par une résilience, une solidarité et un patriotisme sans lesquels on ne parlerait peut-être plus de la RDC dans sa forme actuelle. C'est juste pour honorer cette résilience qu'au premier quinzaine du mois de mai 2025, les acteurs du monde du travail seront décorés de médailles de mérite civique pour les bons et loyaux services à la nation. Une première expérience que nous comptons pérenniser. Je prends parole ces jours. La situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo au cours des discussions entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et Johan Borgstan, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. L'Union européenne salue les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo, mais dans un autre registre, la chef du gouvernement a échangé avec le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Roger Moulumba. C'était sur l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Chimène Dondo pour le reportage. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, au cœur de la diplomatie régionale. C'est mercredi dans son cabinet de travail. Elle a échangé avec le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, Johan Borgstan, sur les différents processus de paix en cours en République démocratique du Congo, mais aussi sur les actions humanitaires dans l'est de la RDC. Face à la crise persistante dans l'est du pays, Johan Borgstan a indiqué que l'Union européenne avait déjà acheminé 100 tonnes d'assistance humanitaire à destination de la ville de Goma. Et concernant la récente avancée diplomatique entre la RDC et le Rwanda, l'Union européenne a salué la signature de la déclaration de principe intervenue en Washington. Nous saluons cet accord de principe à Washington
En même temps, nous soulignons l'importance des processus de paix régionaux aussi en cours. Et comme vous le savez, il y a aussi le processus dit fusionné. Et je crois que c'est aussi très important qu'on ne perde pas l'acquis du processus de Luanda lorsqu'on entame des nouvelles initiatives. Juste après, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, a accordé une audience au président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Roger Malumba. Ces derniers a soumis à la chef du gouvernement plusieurs préoccupations des opérateurs économiques liées à l'amélioration du climat des affaires en RDC, de manière générale, et à l'application de mesures d'allègement fiscaux. Vous savez qu'il y a les membres ou opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui sont installés non seulement dans les zones aujourd'hui occupées injustement et installés aussi dans les restes de la République. Et sur ces points-là, nous étions venus aussi rencontrer Madame la Première ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons fonctionner sur le plan fiscal avec ces sociétés-là qui sont en train de subir aujourd'hui à l'Est où leurs activités sont soit fermées, soit pillage, ou avec les différents frais fixes qu'ils sont en train de supporter chaque semaine et chaque mois. Le gouvernement souminois a initié plusieurs réformes pour rendre plus attrayant le climat des affaires et pour attirer d'autres investisseurs au pays et favoriser la création de plus d'emplois. Au Parlement, je vous invite à suivre à présent ce qu'a été cette question orale adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Regardez. Je viens de déposer une initiative parlementaire, c'est-à-dire une question orale avec débat, adressée au vice-premier ministre, ministre de la Défense. C'est par rapport à la guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays. Je suis dans l'obligation de convoquer le vice-premier ministre pour qu'il vienne éclairer la lanterne au niveau de la chambre haute. J'attends que le bureau transmette la question à son niveau pour qu'il vienne répondre à mes questions qui lui ont été posées. L'Organisation internationale de migration tient à tout prix à renouveler son engagement pour soutenir et appuyer financièrement le PDDRCS. Confirmation de la directrice générale adjointe chargée de la gestion et du renforcement. C'est à suivre dans ce reportage de Peggy Mukunda. Par la nouvelle équipe dirigeante dans le processus de réinsertion des démobilisés de l'Ituri commencent à porter leurs fruits. Et ces avancées viennent confirmer la justesse du choix opéré par les chefs de l'État qui a misé sur les compétences en nommant un nouveau leadership à la tête du programme. Ce signal fort a conduit l'Organisation internationale pour les migrations OIM à réaffirmer sa volonté d'élargir sa collaboration en vue de soutenir davantage les priorités du PDDRCS. C'est ce qui ressort d'une importante séance de travail tenue avec une délégation de l'OIM conduite par Madame Sungali, directrice générale adjointe en charge de la gestion et des réformes au niveau global. Une annonce saluée avec joie par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu, Désiré Ntangatita, qui voit dans ces renouvellements d'engagement un levier essentiel pour impulser une nouvelle dynamique au sein du programme. Par ailleurs, le patron du PDDRCS était avec Francis Albert Kangwem, directeur du programme de stabilisation de l'ONG Mercy Corps. Harmoniser des interventions de paix et de stabilisation était au cœur de leurs échanges. Mamita Bangoulou nous parle à présent de cette ouverture de l'atelier d'élaboration participative du plan local de la sécurité et ce, dans la commune de Kimbantseke. Le gouvernement congolais, de concert avec la coopération japonaise, professionnalisait la police de proximité. Cet atelier se veut un cadre de concertation entre les différents acteurs dans la lutte contre l'insécurité. Les différents partenaires du gouvernement, comme l'ONU Habitat, vont construire des commissariats de police dignes, ce qui va créer un cadre de travail efficient pour les policiers.
À Kimbantseke, l'insécurité bat son plein. Nous sommes très fiers de l'organisation de cet atelier parce que cet atelier vient renforcer maintenant les chefs de riz, les chefs de quartier et la société civile des mécanismes pouvant permettre la prise en charge des questions sécuritaires pour endiguer l'insécurité. L'ONU Habitat attend apporter sa contribution à cet édifice. ONU Habitat intervient en tant qu'agence des Nations Unies, dont la mission lui confiée par l'Assemblée générale, c'est d'assurer qu'on puisse avoir des villes socialement et économiquement durables. Ceci passe par un accompagnement pratique d'ONU Habitat au gouvernement, fait d'avoir et de respecter les normes urbanistiques. Ce projet est bénéfique pour la RDC, a reconnu le commissaire supérieur principal Mboma Rigobert. Nous savons que seul on ne peut rien. Il faut le concours de tous pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous les Koulouna, tous les malfaiteurs, en fait bien bref, mettre hors d'état de nuire tout ce qui pourra provoquer l'insécurité des différents quartiers de Kimbantseke. Après avoir fait le diagnostic, après avoir identifié tous ces problèmes, maintenant on va élaborer un plan qui n'est autre que l'identification des activités qui doivent être élaborées ou les causes qui sont à la base de l'insécurité. Les participants se sont constitués en groupe de travail pour réfléchir sur la problématique de l'insécurité dans la partie est de Kinshasa. Le programme mathématiques, statistiques et informatique organisé à la faculté des sciences technologiques de l'université de Kinshasa s'est clôturé à l'issue de ses travaux ayant comme thème « Décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo ». La révérende sœur Walo Mana a été admise à l'Émirata. On en parle avec Grace Maoso et Denis Kungi. Cette journée scientifique organisée à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa sous le thème « La décision optimale pour le développement durable de la République démocratique du Congo ». Aux professeurs de l'UNIKIN se sont joints des participants venus de quelques pays africains et européens. Ces assises ont abordé notamment des questions suivantes. La modélisation mathématique des risques d'assurance en situation de dépendance des queues, la modélisation stochastique du risque par des processus de naissance en assurance cybersécurité. Ces travaux ont abouti à la création d'une société mathématique de la RDC qui a pour objectif de promouvoir, de développer les mathématiques et explorer les domaines d'application scientifique et industrielle. Et cette fois-ci, comme les gens acceptent, c'est une très bonne chose qu'on crée la société. Ça stimule, ça permet beaucoup de facilité au niveau de l'Union internationale des mathématiques. Par la même occasion, la faculté des sciences et technologies a célébré l'admission à l'éméritat de la révérende sœur Walo Mana, première femme congolaise docteur en mathématiques, qui accède à cette unité après 34 ans de carrière enseignante à l'université de Kinshasa. Ici à l'UNIKIN, j'ai formé 4 docteurs, à l'UPN 1 docteur et à l'UCC 1 docteur, donc ça me fait 6 docteurs. C'est ça qui a valu qu'on me donne ceci comme remerciement de la part de la faculté du département. Après le rappel à son parcours élogié, la désormais professeure émérite Walo a encouragé les jeunes femmes à embrasser cette filière qui n'est, comme on le croit, un mythe. Hier, mercredi 30 avril, c'était la journée nationale de l'enseignement. C'était une occasion pour les professionnels de la Craie Blanche de réfléchir autour du système éducatif congolais en vue de déceler les difficultés majeures. On en parle avec Anastasie Dombo. En marge de la célébration de la journée nationale de l'enseignement, la Confédération nationale du travail, en synergie avec l'intersyndicale des enseignants, était en matinée des réflexions pour évaluer les activités réalisées et présenter en revue quelques desiderata qui gangrènent la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ces derniers sollicitent au gouvernement congolais le respect des assises de Bibois en faveur de l'enseignant. Les syndicats Confédération démocratique du travail, Fédération de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommandent ce qui suit.
1. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, le paiement dès la paie du mois d'avril 2025 de 50 000 par enseignant à titre de solde sur les 100 000 francs congolais, conformément aux résolutions de la commission paritaire, gouvernement de la République, banque syndicale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début mois 2024. D'instruire les opérateurs de paie de renoncer aux fonctions des salaires non justifiés et de respecter l'échéance des paiements. De faire respecter la convention signée avec les églises afin d'éviter les antivalaires. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moucheil Moutombe, veut avoir une idée nette sur les 80 millions d'hectares de terres arables dont dispose la République démocratique du Congo. Il s'est rendu dans la commune urbano-rurale de Maluku où il a sensibilisé la population à travailler pour les activités champêtres. Regardez. Il a comme objectif de répondre aux attentes de la population congolaise en suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, c'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moucheil Moutombe, qui a visité plusieurs hectares de terres arables au village Ingana dans la commune urbano-rurale de Maluku le dimanche 27 avril 2025. Reçu par des chefs coutumiers et la population du plateau de Bateke, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a fait un tour dans ce village accompagné de Eric Sopé, président national de la Fédération congolaise pour la santé et la sécurité alimentaire, en sigle FECOSA. L'honorable Pacho Panda, initiateur de la Cité des Léopards et responsable de la Société africaine de commerce foncier et immobilier, Sakofi Bank, était aussi de la partie. Grégoire Moucheil Moutombe a expliqué aux responsables de ce village l'avantage de créer des coopératives pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture. Avant son départ, il a échangé avec la population de cette localité à qui il a demandé de se lancer dans l'agriculture, seul domaine qui peut développer rapidement la République démocratique du Congo. Avec environ 5000 habitants, ce coin longeant le long du fleuve Congo compte 3500 hectares de terres arables qui doivent être exploités pour mieux nourrir la population congolaise. La société civile de l'Ituri vient de mettre en place une commission qui va faire face aux intoxicateurs qui désorientent l'attention de la population publique en Ituri. Et c'est le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire principal, Raous Tchaloué, qui l'a annoncé. On l'écoute dans ce reportage de Junior Selemani. Cette commission créée par la société civile de l'Ituri va œuvrer aux côtés de l'administration militaire, annonce la coordination de cette structure en province. Objectif, sensibiliser la population iturienne à ne pas prêter crédit aux manipulateurs de toute nature que ce soit, affirme Dieudonné Lossa, son coordonnateur. Nous avons dans cette réunion remarqué également que ces manipulateurs, on ne doit plus les cajoler. Il faut qu'ils soient dénoncés d'une manière publique. Et cela pouvait nous amener à diminuer cette pression, cette violence que nous vivons, et ça va décourager ces manipulateurs. Avec les efforts consentis par l'administration militaire de l'Ituri, qui restaure au quotidien l'autorité de l'État, cet engagement de la société civile marque encore un grand pas de plus dans le processus de paix qui nécessite à ce stade une conscience collective. Le moment de la paix de l'Ituri, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est maintenant. Toute la population de l'Ituri est appelée à nous accompagner pour que tous nous arrivions à décourager ces manipulateurs et que nous puissions redonner la joie de vivre ensemble comme nous vivions hier. Après un autre grand pas vers la pacification de l'Ituri, celui notamment du retour au pays du chef Kawa Pangamandro 6 mois en cours, cette initiative de la société civile vient renforcer sans doute l'approche non militaire toujours prônée par le lieutenant général Luboya Kashamadjouni pour une paix durable dans cette province riche en potentialités écologiques et humaines.
Le professeur Pascal Ndungana plaide pour le renforcement des anciennes bases militaires disséminées à travers le pays, une mesure qui, pour lui, constitue une solution à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans la province de l'Ituri. Junior Selemani. Les rayons des bibliothèques sont enrichis de nouveaux ouvrages. Il s'agit de l'éthique et recherche action pour l'intégrité citoyenne en RDC et la gouvernance en province de l'Ituri face au vide sécuritaire, confusion entre causes et effets. 2 ouvrages publiés dans l'édition Armantan RDC, œuvre du professeur Pascal Ndungana Cavarios. Justement, parlant du 2e ouvrage, l'auteur a développé des stratégies opérationnelles pour instaurer la paix et booster le développement de cette province. La cérémonie du vernissage de ces ouvrages a été présidée ce mercredi par le professeur Simba Akokola, président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire de l'Ituri, devant la crème intellectuelle et politique de l'Ituri. Nous souhaitons une longue vie de lecture intermittente. Cherchons coûte que coûte à combler le vide sécuritaire pour que s'installe la paix. Il faut réhabiliter les arrière-bases qui ont existé. Si on ne sait pas multiplier les tripés, qu'on puisse remettre les anciens tribunaux. Pour les détenteurs illégaux des armes, aujourd'hui l'État est venu pour qu'ils puissent se démobiliser. Pour Dr Touré Maliaka, l'apparition de ces ouvrages va contribuer au changement de la société congolaise. Ce sont des recherches qui valent ici leur pesant d'or. Le professeur nous a fourni de la matière, à nous maintenant de les consulter dans les différents rayons des bibliothèques. Notons que le professeur Pascal Ndungana Cavarios est auteur de plusieurs ouvrages dans son actif, à savoir le management public pour la territorialité du franc congolais, dimension et stratégie, ancien chef de cité de Bunia, député national et actuellement recteur de l'université de Seproma de Bunia et député provincial élu de la ville. Et quittant Chikapa pour la partie centre de la RDC, plus précisément quittant Ituri plutôt pour la partie centre de la RDC, plus précisément à Chikapa, où s'est ouvert un colloque de 2 jours sur l'accès à la justice des victimes du mandat du FONAREV, auquel on prépare les chefs coutumiers, les organisations de la société civile et bien d'autres couches de la population du Kasaï. C'est un reportage signé à Franklin et Claire Kalumbo. Ouverture mardi à Chikapa d'un colloque de 2 jours organisé par le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle. Cérémonie officielle présidée par Peter Tshisokan Kolomoni, ministre provincial de l'Intérieur, qui par ailleurs a ouvert ses présentes assises au nom des gouverneurs de province. Maître Tony Tambo, qui conduit la délégation FONAREV à Chikapa, parle de la mise en contexte de la loi FONAREV en RDC. Et donc, dans le cadre de notre venue ici à Chikapa, il est question principalement de 3 activités. Le colloque qui a démarré aujourd'hui et qui visait à pouvoir apporter des éléments sur d'abord le mandat du FONAREV et particulièrement donner quelques points clés relatifs à la loi 022/065 du 26 décembre 2022 qui fixe les principes généraux relatifs à la protection et aux réparations des victimes. La protection des victimes dans les zones à conflit, thème développé par le magistrat militaire Boudiantou au cours de son intervention. Maître Hubert Ngolandjoko a quant à lui revenu sur l'instruction des dossiers judiciaires et la constitution des dossiers physiques des victimes au cours de son exposé. Notons que la dernière intervention de cette première journée était axée sur l'aide et les défis de recouvrement des dommages et intérêts alloués aux victimes, animés par Maître Armel. Autre chose, dans le souci de soutenir les infrastructures en construction de la province du Kasaï, la société PPC Barnett vient d'effectuer un don de 300 sacs de ciment au gouvernorat du Kasaï. D'autres détails dans ce reportage de Isidore Nkaya.
Mardi 29 avril 2025, l'esplanade du gouvernorat du Kasaï a servi de cadre à la remise de 300 sacs de ciment gris par la société PPC Barnett. Le gouverneur Crispin Mukendi Obukasa, qui a réceptionné cette dotation, a promis son accompagnement et celui de son gouvernement à la société PPC Barnett. Mon gouvernement et moi-même, nous avons pris l'initiative de pouvoir militer pour que les Kasaïens consomment comme il faut les produits que nous-mêmes nous fabriquons. Et pour ça, vous pouvez compter sur moi. Que nous-mêmes nous puissions consommer d'abord localement. Parce qu'à travers vous, nous avons non seulement ces produits, mais aussi vous contribuez avec les recettes qui nous permettent de pouvoir construire la province. Dr Willy Mbacha, directeur de marketing et service client à PPC, revient sur les objectifs visés par cette dotation. Nous voulons en fait s'aligner au développement que nous avions vu et témoigner ce qui est en train de se passer dans cette ville ici de Chikapa, parce que nous savons que le ciment c'est un ingrédient important dans la construction et nous, État détenteur de ces produits de qualité, de ces produits fièrement produits avec les matières premières congolaises, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas aussi placer une pierre dans ces efforts qui sont en train d'être consentis par les gouverneurs. Au secteur de l'Huilo, dans le territoire de Muchacha, 3 nouveaux ponts sont jetés sur les rivières Mukwinji, Mukamba et Kaongadjo sur une longueur de 15 km et ce grâce aux efforts de Betty Kiando. Regardez. L'accès au village Mwanzapango, une contrée du secteur de l'Huilo, réputée en agriculture, est désormais possible grâce à la réhabilitation de la route sur une distance de plus de 15 km et la construction de 3 ponts de 30 tonnes chacun, notamment à Mukwinji, Mukamba et Kaungaji. Un projet initié par Betty Kiando Katoke, chef du secteur de l'Huilo, exécuté par l'Office de route. Après l'intense travaux et l'ouverture de ces infrastructures au trafic, une visite d'inspection a été effectuée par Joseph Yambi, directeur provincial de l'Office de route, et son équipe pour se rendre compte de la fluidité de la circulation. C'est d'abord les travaux sur la route, donc on devait normalement ouvrir et recharger pratiquement 15 km de la route et la construction de 3 ponts. Entre autres, nous avons le pont Mukwiji, pont Mokambo et puis Kaungeji qui ont respectivement 12 mètres, 10 mètres et 8 mètres. Ce sont des ponts en structure en béton armé. Nous aurons à prendre en charge pratiquement 30 tonnes. Donc les travaux ont été bien exécutés, qui étaient même réceptionnés déjà au mois de janvier. Les ponts, ce sont des ponts en béton armé. Normalement, un pont de béton armé, quand nous faisons la conception d'un pont en béton armé, c'est pour pratiquement un siècle. Ces projets de haute facture est venu mettre fin aux inondations après chaque tombée de pluie, chose qui faisait souffrir les habitants. L'acheminement de produits agricoles et autres est devenu possible par cette action combien louable. Betty Kiando Katoke apporte un plus au projet de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces réalisations, qui sont des signes de développement, rencontrent parfaitement la politique positive imprimée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central pour parler de la commémoration du massacre de Bundu Diamayala. Dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'appropriation collective des génocides et la reconnaissance générale des génocides congolais, le parti politique Bundu Diamayala, BDM en sigle, a organisé 2 journées d'animation culturelle et politique du 26 au 27 avril 2025 dans le territoire des Songololo, précisément à kilomètre 5, en vue d'éveiller la conscience collective des militants et militantes, ainsi que toutes les forces vives de la nation sur les génocides, conformément aux résolutions et recommandations de la table ronde organisée à cet effet à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État du 31 mars au 3 avril 2025. La journée de dimanche 27 avril a débuté par
une matinée des commémorations, des compassions et des solidarités avec la base à l'occasion du 5e anniversaire de massacre des adeptes de BDK au kilomètre 5 dans la nuit du 22 au 23 avril 2020. En marge de cette commémoration, un chapitre purement politique a été marqué par la présentation officielle de toutes les bases BEDEM-UDPS, différentes confessions religieuses, dont les Bangunza regroupés par Créatebem et la base de l'honorable Brigitte Kembi Landou, dont les mandats en tant que député national de Songololo a été validé le 4 avril 2025 en remplacement de son Excellence André Ouamessou Kwaloloki, confirmé au poste de directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières. Dans son discours, l'honorable Brigitte Kembi n'a pas manqué de mots pour exprimer sa gratitude envers le chef de l'État Félix Tshisekedi à Némandansemi de Res Mémoire dont elle promet d'œuvrer en tant que député national pour que ce dernier soit élevé à un titre honorifique pour son combat de veille patriotique. En page internationale, nous allons parler non seulement de la célébration de la journée internationale du travail, mais aussi de la journée de la célébration de l'indépendance en Israël. Cette journée est marquée par une foi inébranlable et une résilience des promesses de l'État juif. C'est un commentaire de Jacques Kabouaba. Yom HaAtzmaut, jour de l'indépendance. Une journée commémorative instituée par le gouvernement israélien dans la seconde moitié du XXe siècle à l'honneur de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël lue le 14 mai 1948 par David Ben Gurion. Et cette journée tombe le 1er mai selon le calendrier juif au lendemain des commémorations de Yom HaZikaron, journée du souvenir des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme. Les Israéliens célèbrent le 1er mai Yom HaAtzmaut, la fête nationale de l'État hébreu marquant la création de l'État juif et la déclaration d'indépendance. 77 ans que la Terre Sainte a vu renaître Israël parmi les nations. 77 ans d'histoire marquée par les épreuves, les combats, mais aussi par une foi inébranlable et une résilience des promesses. 77 ans après la création de l'État hébreu et dans un contexte sécuritaire particulièrement complexe, de nombreux juifs continuent à vouloir immigrer, même pendant la guerre, afin de faire partie de l'histoire sioniste. Immigrer en ces moments renforce la solidarité d'Israël et stimule l'esprit du peuple juif. 77 ans après, la population d'Israël s'élève désormais à environ plus de 10 millions d'habitants, selon le Bureau central des statistiques. Avec une population de cette taille, le reste d'Israël a dépassé des pays européens tels que Autriche, Suisse, Hongrie et se rapproche des pays comme la Suède, le Portugal, la République tchèque et la Belgique. Ces jours, Yom HaAtzmaut, soit un rappel des promesses et des prophéties des prophètes hébreux, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Un hommage à ceux qui ont bâti et défendu cette terre et un appel à un avenir de paix durable et de bénédictions pour Israël et pour toute la région. Ce journal, coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Sedouga, réalisé par Alain Nguinamaou et Nacha Kumpava, rédigé par